Aujourd'hui, là, je vais présenter en fait une réflexion assez générale là, sur l'état des relations entre les peuples autochtones et le Québec, et plus particulièrement le gouvernement du Québec dans une perspective d'abord politique. Ça fait partie là, d'une réflexion plus large que j'ai là, depuis quelques années. Il y a plusieurs, ce n'est pas une recherche empirique en tant que telle que je vais présenter, là, mais plutôt des réflexions générales qui font partie, là, comme je disais, d'un projet d'ouvrage, en fait, là, qui est en chantier. Donc, c'est des propos inachevés, peut-être vous allez trouver échevelés, je ne sais pas, mais j'espère que ça va susciter la réflexion et la réaction. Donc, en gros, ce que j'aimerais dire, là, ou pour résumer un peu mon propos, je veux dire qu'il subsiste en fait une tension très forte entre le désir de l'État québécois d'incarner la nation dans sa totalité, tant au plan territorial qu'au plan socioculturel, et la volonté tout aussi forte des peuples autochtones de faire eux-mêmes société. Bon, évidemment, ce n'est pas une situation qui est unique, particulièrement originale, loin s'en faut. Partout dans le monde, les peuples autochtones font face aux velléités qu'on pourrait dire hégémoniques là, des États, y compris au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Évidemment, la particularité au Québec, c'est que bon, le Québec, mais aussi les Québécois, disons dans la majorité, là, ont encore aujourd'hui de la difficulté à accepter leur rôle dans cette relation qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de plurinationale. Ce rôle, c'est le rôle de colonisateur, le rôle de la puissance hégémonique dominante. Les Québécois sont habitués à un autre rôle dans le jeu politique canadien, qui est celui de négliger. Ouais, et cette situation particulière, celle en quelque sorte là, de coloniser colonisateur, reste un peu un tabou au Québec. Et à mon sens, ça se traduit dans les politiques et les pratiques de l'État québécois envers les peuples autochtones. Et donc, ça va être un peu mon propos d'illustrer ça et de peut-être réfléchir un peu à des pistes de sortie de ça. Vous n'allez pas avoir dans ma présentation là, des analyses de type juridique sur les droits des peuples autochtones. Je vais plutôt je vais plutôt faire une analyse à grands traits des politiques de l'État québécois et comment ces politiques-là, en fait, traduisent un peu là, ce que je viens de dire. Je vais commencer, si vous permettez, avec deux citations, deux extraits. La première est tirée du documentaire L'Empreinte, qui date de 2015, que vous avez peut-être vu. C'est un documentaire qui met en vedette l'acteur Roy Dupuis, hein, qui s'intéresse justement au rapport entre Québécois et Autochtones. Puis la thèse qui est défendue dans ce documentaire, qui est très intéressant, soit en passant, c'est cette idée d'un métissage culturel hein, à l'origine entre colons français et autochtones. Métissage qui serait vraiment au cœur de la différence québécoise par rapport notamment hein, aux colons anglais, aux Britanniques, mais aussi au Canada en général, et qui continue aujourd'hui de se manifester, notamment à travers une plus grande sensibilité environnementale. Bon, il y a toutes sortes de choses dans ce documentaire-là, je n'irai pas dans les détails, mais l'idée derrière tout ça, hein, ce serait de dire que les Québécois ont un peu d'Autochtones en eux, et c'est ce qui ferait finalement la différence ou le caractère distinct hein, de la société québécoise, en partie. Derrière cette idée-là hein, d'ouverture culturelle et même dans le documentaire d'admiration par rapport aux cultures autochtones, une petite dose d'essentialisation aussi, il y a dans cette thèse cette idée là, vraiment qu'on partage un destin commun comme victime du colonialisme britannique et canadien. Les Autochtones et les Québécois sont présentés comme des survivants qui partagent une communauté de destin en quelque sorte. Bref, et pour simplifier à outrance là, le propos du documentaire qui est quand même plus nuancé que ça, on peut presque dire qu'on est tous Indiens et donc au final, il n'y a plus vraiment d'Indiens. Et c'est un peu ça à quoi on veut en venir, la deuxième citation que vous avez là, qui est tirée d'un échange épistolaire là, entre Naka Bertrand, qui est une Innu, et l'explorateur Jean Désy. C'est un échange de lettres là, qui a été publié. Et dans une analyse récente, Sarah Enzi reprend cet échange-là. Et je trouvais que cet extrait-là, justement, contraste bien avec le premier. Hein. Ça illustre très bien la résistance, à mon avis, et même le refus de plusieurs, pas tous, mais plusieurs Autochtones, de voir leur identité ainsi appropriée hein,
parce qu'ils perçoivent, dans le fond, d'abord et avant tout, comme une nouvelle entreprise coloniale. Ainsi, le Québécois n'est pas présenté comme une victime qui partage le destin colonial des peuples autochtones, mais bien lui-même comme un colonisateur qui s'approprie l'identité autochtone, hein, et qui s'approprie aussi le territoire, hein, pour mieux, en quelque sorte, faire disparaître ceux qui sont les véritables victimes du colonialisme. Donc, ce débat-là là, sur l'identité et l'appropriation des identités me sert un peu de point de départ pour réfléchir à la recomposition de l'espace politique québécois dans mon travail, mais aussi plus particulièrement là, les politiques de l'État québécois. Je pense qu'aujourd'hui, là, bon, on parle beaucoup et à raison, et c'est une bonne chose, hein, de la réalité autochtone au Québec ou des réalités autochtones. Il y a une prise de conscience importante dans la société québécoise. Bon, on parle de discrimination, de violence, de racisme systémique, peu importe si on est d'accord avec le terme ou pas. Mais je pense que ces débats-là sont importants, sont incontournables. Ceci dit, je pense que ces débats-là, on manque un peu une bonne partie des causes et de la complexité de ces débats-là si on ne les situe pas dans une réflexion plus large sur la recomposition à la fois de la citoyenneté, mais aussi de nos relations, non seulement avec les Autochtones, mais avec notre histoire coloniale, notre passé colonial. Hein? On peut parler de racisme, que ce soit systémique ou pas, là, on ne peut pas vraiment en parler, pardon, sans vraiment se poser les difficiles questions qu'on a à se poser par rapport à la nature de nos relations. Donc, évidemment, je ne vais pas, là, dans ma présentation, là, dans les 20 minutes qui me restent, là, rentrer dans tous les détails de tout ça. Ce que je souhaite faire plutôt, c'est de tracer un portrait là, assez général des politiques de l'État québécois envers les Autochtones pour illustrer un peu d'abord cette ambiguïté de la relation, ce dialogue de sourds là, que je viens d'illustrer avec ces deux citations-là. Puisque dans les politiques de l'État québécois, on voit vraiment une espèce d'ambiguïté entre une volonté d'incorporation assez typique des États coloniaux, hein, et aussi un désir parfois de se décharger complètement de la responsabilité coloniale, notamment en renvoyant la responsabilité du rapport avec les Autochtones, des inégalités, de la discrimination, peu importe, à celui qu'on perçoit comme le véritable colonisateur, qui serait l'État fédéral. Je veux aussi souligner la nature d'abord et avant tout réactive des politiques québécoises, c'est-à-dire que plutôt que de s'approprier la problématique coloniale, on a tendance plutôt à réagir en période de crise. Et donc, tant qu'il n'y a pas des conflits, tant qu'il n'y a pas des crises, on ne fait pas grand-chose. Et enfin, dernier élément que je veux souligner, c'est l'importance dans cette trame politique-là, là, du nationalisme et de la volonté d'affirmation identitaire et territoriale là, du Québec. Très souvent, les tensions qui forcent l'État à réagir découlent de conflits territoriaux identitaires qui touchent là, au cœur du nationalisme québécois. Donc, cette relation-là s'articule beaucoup autour de ces questions-là. Donc, et enfin, là, à la fin, si j'ai le temps, je vais essayer d'en parler un peu. Là. À mon avis, pour sortir de cette logique un peu réactive et ambiguë, il faut, à mon avis, proposer, il faut être un peu ambitieux, là, puis il faut proposer une formalisation, en fait, du fait plurinational au Québec. Et une façon de faire, il y en a certainement plusieurs, mais une façon de faire, et c'est une idée que je n'invente pas, là, qui circule beaucoup, hein, ce serait l'idée pour l'Assemblée nationale d'adopter les principes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones comme une espèce de charte des relations entre les peuples autochtones et le Québec. De le dire, c'est un projet ambitieux qui était réaliste. Ça reste à voir, mais je conclurai un petit peu là, mes réflexions sur cette thématique-là. Donc, allons-y. Juste avant de commencer, peut-être, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la réalité des peuples autochtones au Québec, ce qui est important de souligner, là, je n'irai pas dans les détails de qui sont les Autochtones, etc., mais vraiment, tout ce que je veux souligner ici, c'est vraiment la diversité. Hein. Je vais généraliser, je vais faire des simplifications. Évidemment, là, je ne peux pas donner justice à toutes les nuances qui s'imposent ici. Au Québec, on parle évidemment de 11 nations autochtones, incluant les Inuits, réparties sur le territoire. Tout ça n'inclut pas là, les 45 000 et plus personnes qui dorénavant s'identifient comme métis
au Québec. Quand c'est un sujet très controversé, cette idée-là d'appropriation de l'identité métisse, je ne traiterai pas de cette question-là dans ma présentation, bien comme vous l'avez vu avec les citations, là, il y a une dimension importante à ça. Il faut aussi souligner là, la diversité à la fois linguistique et culturelle, mais aussi géographique et surtout, je dirais, institutionnelle. On tend à sous-estimer le fait que la relation qu'entretiennent les nations autochtones, non seulement avec le gouvernement du Québec, mais avec le Canada dans son ensemble, est très variable au plan juridique. Hein. On peut simplement faire référence dans le contexte québécois là, au territoire conventionné et non conventionné, le territoire de la Convention de la baie James dans le Nord et non conventionné. Évidemment, ça induit des rapports politiques et juridiques vraiment très différents. Donc, en gros, je souligne la diversité avant de simplifier et de nier en quelque sorte, malheureusement, là, pour les fins de la présentation, cette diversité. Donc, un peu d'histoire tout d'abord. Il ne faut pas oublier, ça je le fais toujours quand je fais des présentations parce que je pense que c'est important avant d'analyser les politiques là, contemporaines. C'est important de se rappeler qu'au départ, les relations entre la puissance coloniale française en Nouvelle-France et les Autochtones, c'était d'abord des relations de type diplomatique et commercial. Bon, effectivement, les Européens sont évidemment convaincus de leur supériorité civilisationnelle. On va tenter de christianiser, évidemment, ceux qu'on appelait les sauvages, hein, ces païens. Mais la réelle politique, hein, la politique réelle, exigeait plutôt de traiter avec les Autochtones dans une dynamique de type nation-à-nation. Hein, les colons français sont en grande partie dépendants des Autochtones, à la fois au plan du commerce, l'attrait de la fourrure, mais aussi hein, pour ce qui est de la sécurité du territoire. Évidemment, ce modèle de relation plus ou moins diplomatique, égalitaire, là, a fait long feu. D'une part, là, la fin de la Nouvelle-France, mais aussi évidemment le déclin des populations autochtones, la stabilisation des frontières, notamment avec le nouvel État américain, et surtout, enfin, la création de la Fédération canadienne là, met un peu fin à cette dynamique-là progressivement dans le premier siècle, après la conquête. Et donc, pour tourner les coins ronds un peu, hein, au moment de la création de la Fédération canadienne, l'État désormais provincial du Québec se voit en gros déresponsabilisé de la relation avec les Autochtones qui relèvent dorénavant d'Ottawa. Tout ça résulte en une forme de séparation du régime de citoyenneté. Puis là, ce n'est pas tellement l'État québécois qui est responsable de ça. Hein, les Autochtones ne sont pas considérés comme des citoyens, des résidents du Québec, à moins d'être assimilés, en ce qu'on appelait à l'époque l'émancipation. Donc, l'État québécois, par la force des choses, se déresponsabilise de la relation avec les Autochtones. Hein, et aussi du sort de ces Indiens qui sont sous la loi sur les Indiens hein, et qui sont vus au Québec, comme ailleurs, d'ailleurs au Canada, là, comme d'abord et avant tout comme des obstacles au développement du territoire. Hein. D'ailleurs, on n'hésite pas à l'époque hein, à déplacer les populations lorsque c'est nécessaire, que ce soit en Abitibi ou sur la Côte-Nord. Là, évidemment, je sors des étapes là, au niveau chronologique, mais hein, il y a eu des nombreux déplacements de populations autochtones pour fin de développement économique, des réserves qui sont déplacées, qui sont réduites, etc. Donc, le gouvernement du Québec n'hésite pas à intervenir lorsque son intérêt au niveau de l'occupation territoriale du développement économique est en jeu. Mais sinon, essentiellement, ça relève du domaine d'Ottawa. C'est à partir des années 60 que le Québec découvre, je le mets entre guillemets, ses Autochtones. Hein, les années 60, la Révolution tranquille, évidemment, qui amène une volonté au Québec hein, d'occuper le territoire, d'occuper à la fois politiquement, géopolitiquement et économiquement le territoire. Et donc, hein, on insiste à partir des années 60, il y a une réflexion qui opère hein, sur l'espace politique du Québec qui amène le gouvernement, l'espace politique et économique, là, qui amène le gouvernement à s'intéresser notamment au Nord, au Grand Nord, hein, qui a été le territoire de l'Ungava notamment, là, qui a été transféré au Québec au début du 20e siècle. Donc, à partir des années 60-70, le potentiel économique, le potentiel développement économique du Nord intéresse le Québec. Et là, il y a une logique d'expansion de l'État québécois dans le Nord. Alors, on crée en 1963 la Direction générale du Nouveau-Québec. Hein, c'est le ministre de l'Énergie de l'époque, René Lévesque, hein, qui est derrière la création de cette direction-là, qui est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le secrétariat aux affaires autochtones, d'ailleurs.
Donc, la direction générale est d'abord et avant tout a d'abord avant tout fonction économique, de favoriser l'expansion de l'économie québécoise à travers, évidemment, une logique d'extraction des ressources naturelles, mais aussi de favoriser la création de liens avec les populations inuites, notamment du Nord, qui étaient jusqu'alors sous responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, on cherche à affirmer, autrement dit, de la présence étatique. Alors, il y a un ensemble de réflexions, de commissions, notamment la commission Neville-Robitaille au début des années 70, qui souligne l'importance stratégique de ces territoires-là au niveau économique, mais qui aussi reconnaît un petit enjeu qui est non seulement la présence des peuples autochtones dans le Nord, mais aussi la question non réglée des droits ancestraux de ces peuples-là sur ces territoires-là. Évidemment, le gros projet d'expansion territoriale dans le Nord, c'est le projet hydroélectrique de la baie James, projet de Robert Bourassa. Et Robert Bourassa, lorsqu'il annonce le projet en 1971, parle de vastes territoires à conquérir. Il n'est aucunement question à l'époque, évidemment, des peuples autochtones qui résident sur le territoire. Ils sont complètement invisibilisés. Comme j'ai dit, c'est la relève d'Ottawa. Et donc, ça va prendre une mobilisation, notamment des CRI, mais aussi de l'ensemble des Autochtones du Québec, notamment une mobilisation au plan juridique. Et une victoire, une injonction en cour supérieure, le fameux jugement Malouf, pour forcer un peu le Québec à réagir et à non seulement reconnaître la présence des droits ancestraux, mais surtout à négocier une entente, qui est une entente hors cour, en fait, pour non seulement compenser les CRI et les Inuits, mais aussi pour développer des mécanismes institutionnels qui formalisent un peu la relation entre les CRI, les Inuits et le Québec. C'est ce qui va devenir la Convention de la baie James du Nord du Québec, qui est aujourd'hui considérée comme le premier traité moderne au Canada. Donc, en premier élément de formalisation de la relation avec les Autochtones, mais qui est beaucoup lié, comme je vous disais, à une crise et qui est beaucoup lié aussi à une logique d'expansion du territoire. La Convention de la baie James, je pense que c'est important de le souligner, et c'est aussi cette logique-là qui va opérer dans les années 80. La Convention de la baie James, oui, vise à reconnaître les Autochtones, une certaine autonomie, etc., mais c'est d'abord ou avant tout une volonté d'incorporation de l'espace géopolitique CRI et Inuit dans l'ensemble québécois qui préside à la volonté de signer, de négocier la Convention de la baie James. Les institutions qui sont créées dans la Convention de la baie James sont sous l'égide d'abord et avant tout du Québec et non du fédéral, contrairement à ce qui se passe ailleurs au Canada et ailleurs. Cette logique-là continue dans les années 80, la logique de reconnaissance des droits, mais aussi d'internalisation, si on veut, des nations autochtones. Le Québec, dans les années 80, se retrouve un peu sur la défensive au plan du jeu de la reconnaissance des peuples autochtones, notamment en raison de la Constitution de 1982 qui reconnaît au niveau fédéral les droits ancestraux issus de traités, Constitution qui s'applique au Québec. Le Québec, évidemment, ne participe pas par la suite aux négociations constitutionnelles qui visent à donner une substance à ces droits-là. Ne participe pas, non pas parce qu'il s'oppose à ces droits-là, mais en raison de ce qu'on a appelé le coup de 1982, donc le fait que le Québec ne souhaite pas donner une légitimité à la Constitution de 1982, donc ne participe pas aux négociations constitutionnelles, mais par contre, il va de déclarations d'ouverture assez importantes envers les Autochtones. Il est assez innovante pour l'époque. Là, je vous mets sur l'écran un extrait des 15 principes qui ont été adoptés par le gouvernement du Québec en 1983. Il y a aussi une motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale en 1985. On parle de la reconnaissance des nations autochtones, donc relation de nation à nation qui est reconnue au niveau symbolique. On parle de droits territoriaux, d'autonomie gouvernementale, mais c'est aussi important de souligner que tout ça s'exerce au sein de la société québécoise. Je l'ai mis en rouge dans le troisième paragraphe. Donc, il y a une logique à tout ça d'autonomie, de reconnaissance, mais toujours au sein d'une entité québécoise, d'un régime finalement de souveraineté québécois qui demeure intègre. Donc, cette dynamique-là se poursuit dans les années 90. Dans les années 90, on peut qualifier ça vraiment de choc des souverainetés, une série de crises, une série de moments de tension. Je vous rappelle, c'est l'époque de Meach, de Charlottetown,
mais c'est aussi l'époque de la crise d'Oka, qui est un symbole, si on veut, de confrontation de deux visions de la souveraineté. Hein. Je mets la photo là, que tout le monde connaît, hein, ou en tout cas ceux qui étaient assez vieux à l'époque s'en souviennent, hein, la confrontation entre l'armée canadienne et les Warriors Mohawks. Photo que je mets, mais que je n'aime pas beaucoup parce que ça ne traduit pas vraiment la complexité de cette crise-là. Mais bon, hein, ça reste un symbole de confrontation des souverainetés. Évidemment, le conflit autour de Grande Baleine avec les cris de la baie James, hein, Matthew Kuncombe, entre autres le grand chef des cris qui va à New York, hein, qui compare le Québec au Brésil et qui parle d'une Amazonie du Nord. Donc là, le Québec est vraiment confronté, mis devant un miroir là, au niveau international avec la crise d'Oka et Grande Baleine, miroir colonial. Hein. Le Québec, au niveau international, est présenté comme un État colonial qui cherche à dominer, à occuper, etc. Donc, hein, et ça, c'est difficile dans les médias québécois. D'ailleurs, à l'époque, là, on est très critique, hein, des Autochtones qui présentent le Québec comme ça. On parle même de Québec bashing déjà à l'époque de la part des Autochtones, donc c'est assez intéressant. Donc, hein, et puis évidemment, bon, le référendum de 1995, là, je vais un peu plus vite, là, épitomise dans tout ça. C'est vraiment là, un moment de conflit au niveau identitaire et territorial important. Hein, je vous mets ici là, une citation que je n'ai pas traduite, là, je m'excuse, de Matthew Kuncombe, le grand chef des CRI en 1994 là, à Washington, hein, qui met justement en exergue là, cette idée, cette tension-là entre la volonté de détermination du Québec et des Autochtones et qui dit, ben, dans le fond, hein, attendez un instant, là, le Québec, hein, nous inclut dans son grand jeu souverainiste, mais ne nous a jamais vraiment demandé son avis. Donc, hein, cette logique-là, d'ailleurs, qui fait un peu le jeu d'Ottawa, on pourra y revenir au besoin, mais le point qui est important, je pense, derrière tout ça, c'est justement cette tension dans les conceptions, hein, du régime de citoyenneté et de la souveraineté là, qui est vraiment là, mis en exergue au moment du référendum. Ensuite, hein, ces tensions-là ne disparaissent pas, mais on cherche à Québec, pour des raisons évidentes, à calmer le jeu un peu, calmer le jeu en dépolitisant, je dirais, les relations, en jouant l'apaisement. Et c'est particulièrement le gouvernement du Parti québécois à l'époque qui va développer des éléments importants de ça, mais je pense que on s'inscrit même encore aujourd'hui, je dirais, dans une continuité par rapport à ça. Donc, au tournant des années 2000, hein, le Québec développe premièrement une politique dans ses relations avec les Autochtones. C'est la première politique formelle du gouvernement du Québec, d'ailleurs, sur ces questions-là. Hein, bon, il y avait les 15 éléments, les 15 points là, de 1983, mais depuis, il n'y avait pas eu de politique formelle. Donc, politique qui s'appelle Partenariat Développement Action, qui date de 1998 et qui met vraiment beaucoup l'accent sur l'idée de partenariat dans le développement économique du territoire. Alors, la stratégie, vraiment, c'est d'intégrer les Autochtones à travers une logique de développementaliste. Donc, hein, et il y a des intérêts, évidemment, économiques importants à jouer dans ça. On est dans une période d'expansion de l'économie extractive au Québec comme ailleurs dans le monde. On a besoin de stabiliser, de sécuriser le territoire, notamment face aux enjeux juridiques de revendication territoriale. Il y a des poursuites devant les tribunaux, notamment les cris en foresterie, les Inuits sur la Côte-Nord, des enjeux avec Hydro-Québec. Donc, on négocie comme ça une série d'ententes, dont la fameuse Paix des Braves avec les cris en 2001, hein, qui est une entente, hein, dont on a tous entendu parler un peu, hein, mais qui est en fait un règlement hors cours d'un conflit qui permet un rééquilibrage, si on veut, dans la relation, dans le partage des ressources, dans le partage du territoire, en gros, mais qui demeure, hein, une entente dont la logique primaire est une logique d'intégration à l'économie et à la gouvernance québécoise. Donc, hein, il y a d'autres éléments dont je fais l'économie des détails là, par souci du temps. Peut-être mentionner simplement là, le plan Nord, hein, qui date de 2011, qui est un élément aussi important. Dans le plan Nord, hein, les Autochtones sont présents. On crée un comité consultatif autochtone. On définit les Autochtones comme des partenaires du développement économique, encore une fois. Par contre, il n'y a à peu près pas mention dans le plan Nord, et c'est ce qui est intéressant, et ça a été beaucoup critiqué à l'époque, à peu près pas mention non seulement du statut politique, mais aussi des droits des peuples autochtones et des obligations juridiques du Québec envers les Autochtones.
Donc, encore une fois, hein, on noie un peu le poisson des tensions fondamentales à travers un discours partenarial de type économique. Euh, donc, je sors des étapes, là, mais aujourd'hui, hein, où on en est avec tout ça, je pense qu'on est beaucoup dans la continuité, en fait, des années 2000. Il n'y a pas, en fait, de nouvelles politiques, malgré toutes les choses qui ont changé là, depuis les années 2000. Il n'y a pas de nouvelles politiques depuis 1998 en bonne et due forme, hein. Malgré là, les nombreux développements au niveau juridique en matière de droits autochtones, malgré la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée et endossée notamment par le gouvernement fédéral, malgré les nombreuses commissions, Commission Vérité et Réconciliation, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinés ou disparus, la commission Vient, dont vous avez l'illustration ici. Toutes ces commissions-là soulignent à grands traits non seulement la condition, l'héritage colonial, la condition des Autochtones, mais aussi le besoin de repenser les relations au niveau politique. Et malgré tout ça, là, il y a très, très peu de mouvements au Québec sur ces questions-là jusqu'à présent. On continue à aborder d'abord les relations avec les peuples autochtones sous le modèle de la crise, hein. C'est une logique d'abord et avant tout réactive. Je pense que le drame de Joyce Echequan est un bon exemple de ça, hein. On réagit à des crises et là, on essaye de s'ajuster. Autre élément qui me semble important aussi, la structure institutionnelle de la relation demeure famélique. Hein, on a au Québec un secrétariat aux affaires autochtones qui est chargé des relations avec les peuples autochtones. Ce secrétariat a un ministre, mais un budget minuscule, hein, une organisation, une structure minuscule. Et au-delà du poids que peut exercer le ministre lui-même ou la ministre, hein, puis là, on l'a vu qu'un changement de ministre change beaucoup de choses dans cette position-là. En soi, structurellement, le secrétaire aux Affaires autochtones est quelque chose de somme toute très marginal dans l'appareil gouvernemental québécois, malgré l'importance qu'a la relation avec les peuples autochtones pour le Québec. Donc, hein, toujours pour continuer un peu là-dessus, là, comme je disais, on est encore aujourd'hui dans une espèce de dynamique, d'une ambiguïté hein, par rapport à tout ça. C'est comme si on avait un peu de misère à assumer notre posture coloniale, notre passé colonial. Hein. On reste dans une dynamique à la fois là, de reconnaissance et de négation. Je donne quelques exemples rapides, là. D'une part, le Québec est aujourd'hui beaucoup plus actif qu'il l'était, et ça, il faut le reconnaître, et c'est à mon avis une bonne chose au niveau social dans les communautés autochtones. On participe, on cherche le partenariat économique s'est étendu, je dirais, aux enjeux sociaux, notamment en matière d'éducation, de santé, de protection de l'enfance, etc. On a un gouvernement qui cherche à développer des relations plus substantielles et cherche à développer des programmes, à investir dans l'amélioration de la réalité dans les communautés autochtones, et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que la façon de le faire est la bonne? Ça, c'est un autre débat. Mais ceci dit, hein, on continue à refuser, en gros, d'institutionnaliser davantage le rapport de nation. La conception assez exclusive là, de la souveraineté demeure. Le meilleur exemple de ça, d'après moi, c'est le type de déclaration qu'on entend parfois, là, notamment celle de M. Legault par rapport à la Déclaration des Nations unies qui dit, bon, oui, je veux bien la Déclaration des Nations unies, mais il n'est pas question d'avoir un veto autochtone sur le développement des ressources naturelles. Cette conception-là, évidemment, de la Déclaration des Nations unies et du principe de consentement préalable, libre et éclairé, qui est dans la déclaration, on pourra y revenir pendant la période de questions, là. Le réflexe de parler de veto autochtone, c'est vraiment un réflexe de refus du partage de l'autorité sur le territoire, hein. C'est une façon de réaffirmer l'exclusivité de la souveraineté de l'Assemblée nationale sur le territoire. Et ça, c'est assez symptomatique d'une relation qui ne permet pas justement une forme d'égalisation des rapports. On peut penser aussi à la contestation de la loi fédérale sur l'aide à l'enfance des Premières Nations, là, hein, loi fédérale qui reconnaît aux Autochtones, c'est une loi qui est critiquée, là, mais une loi qui reconnaît une autonomie plus grande aux communautés autochtones en matière d'aide à l'enfance. Et là, le Québec conteste la constitutionnalité de cette loi-là au nom de ses compétences hein, sur ces questions-là.
Et donc, là, il y a une espèce de tension entre l'historique du gouvernement du Québec qui a toujours refusé de s'occuper de ces questions-là dans les réserves et qui, là, tout d'un coup, sent ses compétences affectées et conteste la volonté d'autonomie des Autochtones. Donc, il y a une espèce de tension là, qui joue, qui est assez illustratrice, à mon avis, de ce que je disais au début. Donc, puis il y a aussi, là, évidemment, les relations, les réactions plutôt mitigées là, aux diverses commissions, dont la Commission Vient et la Commission Vérité et Réconciliation. Au Canada, c'est la Commission Vérité et Réconciliation et les autres commissions là, ont vraiment eu une résonance assez importante, pas dans toutes les provinces, mais à certains endroits, et structurent vraiment les débats, la réflexion là, sur les questions autochtones. Au Québec, beaucoup moins. Et donc, à mon avis, c'est un peu une occasion manquée là, de repenser en profondeur nos relations. Donc, j'ai tracé ce portrait-là en gros pour en fait revenir là, un peu à mon propos du début et proposer 3 défis dans la réflexion là, sur la manière de repenser la relation Québec autochtone. D'abord, à mon avis, le Québec doit réfléchir à repenser là, évidemment son approche, à renouveler son approche euh, en acceptant sa responsabilité coloniale, en respectant de se définir comme un État qui, comme le gouvernement fédéral, a contribué à la situation actuelle. Hein. Ce n'est pas une question d'autoflagellation, ce n'est pas une question de se vautrer dans une culpabilité millénaire, comme certains disent. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, c'est de reconnaître vraiment que les sources des inégalités, de la discrimination, de la violence en proviennent d'une dynamique qui découle des politiques coloniales auxquelles le Québec était parti. Et ça, je pense que ce n'est pas encore bien saisi, bien compris au Québec. Et je pense que c'est le point de départ, à mon avis, du renouvellement d'une relation. Il faut aussi évidemment accepter que non, on n'est pas tous des Autochtones. Oui, il y a des métissages, évidemment, il y a de l'enrichissement culturel réciproque, et c'est une bonne chose, là. Mais il ne faut pas nier que les trajectoires historiques socio-économiques, culturelles, politiques et juridiques des peuples autochtones existent, vont continuer d'exister. Le fait plurinational au Québec doit être pleinement reconnu, à mon avis, au-delà du symbole dans les discours, il doit être reconnu aussi dans les institutions. Il faut évidemment briser le cycle des inégalités systémiques. Je parle d'inégalités systémiques pour éviter de parler de racisme systémique, là. Mais dans le fond, c'est bien ça dont on parle. Puis il faut évidemment se donner le moyen de le faire, de développer des stratégies avec les Autochtones pour répondre à ces questions-là. Et ça, à mon avis, pour le faire, là, il faut vraiment repenser, puis c'est là-dessus que je vais insister un petit peu plus, puisque c'est mon domaine d'expertise beaucoup plus, là. Il faut repenser la structure institutionnelle de la relation. Le secrétariat des affaires autochtones, comme j'ai dit, c'est une structure qui, à mon avis, est dépassée. Les mécanismes qui sont mis en place de façon ponctuelle, comme là, on vient d'annoncer il y a quelques semaines, il y a quelques jours, la création, je dirais plutôt la recréation d'un forum politique consultatif avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, avec les chefs. C'est un forum qui n'a pas de pouvoir décisionnel, c'est un forum essentiellement consultatif encore. Bon, il y a des variations, là. Il y en a qui vont dire oui, il y a des pouvoirs, etc., mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente qu'on crée ce genre de forum-là. Et au final, ça finit par tomber. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un lieu d'exercice du pouvoir. Et il faut vraiment que la structure de la relation avec les Autochtones permette l'exercice d'un pouvoir conjoint, d'un pouvoir décisionnel conjoint. Il faut aussi être imaginatif. Par exemple, il y aurait lieu de réfléchir à la possibilité de créer des sièges réservés à l'Assemblée nationale pour les Autochtones, créer un siège au Conseil des ministres pour les Autochtones, qui permettrait, par exemple, une véritable représentation et une véritable inclusion des Autochtones dans l'ensemble politique québécois, sans nier toutefois le caractère plurinational de notre relation. Il y a des modèles qui existent ailleurs dans le monde, je pense par exemple au Parlement sami dans les pays scandinaves qui pourraient nous inspirer en ce sens. Mais je dirais qu'au Québec, on a l'avantage de ne pas avoir tout l'héritage institutionnel de la loi sur les Indiens. Vous savez, au niveau fédéral, c'est très, très difficile de changer les rapports institutionnels. Au Québec, on a moins cet héritage-là, donc on peut être innovateur et on devrait l'être. Et derrière tout ça, en conclusion,
Il n'y a pas, il y a pas de formule magique, mais je pense, c'est peut-être un effet de mode, peut-être que dans 10 ans, on n'en parlera plus, mais il me semble que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones peut devenir véritablement une pierre d'assise de cette relation-là qui mérite d'être pensée. Euh, c'est d'ailleurs ce que se disent plusieurs leaders autochtones au Québec comme ailleurs. La Déclaration des Nations unies, je n'irai pas en détail, là, mais c'est évidemment pas une formule magique, là, ça reste un énoncé de principes généraux, mais c'est quelque chose qui nous permettrait justement de remettre à jour les grands principes qui guident notre relation, grands principes qui datent, là, je le rappelle, de 1983 et dans une moindre mesure de 1998. Donc, c'est des principes qui sont datés et la Déclaration des Nations unies nous permettrait de mettre à jour un petit peu nos guides, si on veut, nos guides conceptuels. La déclaration aussi, hein, c'est devenu pour les Autochtones une charte des droits des peuples autochtones. C'est un outil, un document qui est joué d'une très grande légitimité auprès des peuples autochtones. Pourquoi? Parce que les représentants autochtones ont participé au développement de cet outil-là aux Nations unies. Hein. Donc, il y a un effet de co-rédaction et de dialogue là, dans la construction de cette déclaration-là qui lui donne une très forte légitimité. Au niveau des principes aussi, c'est extrêmement important. Hein. D'une part, la déclaration part sur le principe de la relation de nation à nation en déclarant, en affirmant que les peuples autochtones sont des peuples au sens du droit international et donc ont droit à l'autodétermination, en plus des droits politiques, culturels, territoriaux et autres là, qui sont détaillés dans la déclaration. Donc, dans son principe même, la déclaration induit un modèle de relation de nation à nation. C'est une déclaration, évidemment, qui appelle à s'éloigner d'un modèle de citoyenneté de type plus républicain, hein, qui est axé sur l'égalité individuelle, indifférenciée, et qui valorise plutôt la privatisation des identités particulières au nom d'une identité commune. Bon, il y a des débats au Québec sur ces questions-là. Mais je pense que dans le contexte des relations avec les peuples autochtones, ce n'est pas une voie qui est porteuse ou qui va mener à une réponse là, durable aux tensions. Au contraire, la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones porte derrière elle une vision de la citoyenneté qui est beaucoup plus proche d'un modèle plurinational, hein, de coexistence et d'interdépendance, dont l'articulation particulière le reste à définir. On s'entend, on est encore au niveau des principes, mais à mon avis, c'est un modèle sur lequel on aurait avantage là, à s'inspirer. Je vois là que j'arrive à la fin de ma présentation. J'avais encore des choses à dire sur la déclaration, mais je suis tenté de m'arrêter pour laisser le temps à la discussion et aux commentaires là, pour le reste du temps qui m'est imparti.